François Bon, 1925-2025, à 100 ans exactement, jour par jour, suivre l'année de Howard Phillips Lovecraft à New York, période de transition en amont. Il a 34 ans, il est passé récemment, il y a 3 ans, 4 ans, petit à petit, à la fiction, après avoir toujours travaillé l'écriture sous toutes ses formes. Et c'est après l'année New York qu'il y aura le glissement pour les 10 ans qui lui restent à vivre. Il meurt en mars 1937, il a 46 ans. Cette lourde poignée de grands récits qui ont changé la face de la littérature, non, tout simplement ajouter une petite pièce, mais une petite pièce à l'endroit précis où on avait déjà Edgar Poe et quelques autres, où on aura Kafka bientôt, mais ils s'ignorent, ils ne peuvent pas avoir connaissance l'un de l'autre et pour cause, et puis bientôt Borges. Mais c'est si rare, ces gens qui parviennent là à se glisser à cet endroit. Et à cet endroit, je pense que tu y es en tremblant, mais que tout s'accomplit malgré toi. C'est le cas de Lovecraft, donc une année de transition, une transition qui est à la fois biographique, qui est liée aussi à la grande ville, au brassage, à ses amis, qui est lié à tout son travail de lecture toute cette année, à un essai qu'il rédige sur l'histoire du surnaturel en littérature, et bien sûr aussi à toutes les mutations éprouvées en direct de son temps, son époque, au présent, et c'est ça que nous, on essaye de suivre et d'accompagner. Et ce qui est mystérieux, c'est que on a pour chaque journée de Howard Phillips Lovecraft à peine 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes dans des toutes petites cases d'un carnet, exactement ce format, cette matière, cette typographie, celui-ci pour avoir travaillé directement sur le carnet de Lovecraft à la John Hay Library de Providence. Il y a maintenant 10 ans que ce projet ça me bouillotte là dans les fonds du soi, mais on sait que c'est structurant, on sait qu'on n'y échappera pas. Alors 1925-2025, évidemment, la contrainte du marathon, elle est là. Et dans chaque petite case, la surprise que finalement, on se dit toujours en ouvrant l'ordi le matin, mais qu'est-ce qu'on va avoir à dire à propos de ça? Regardez donc. Aujourd'hui, on est le 15 mai, mais hier, le 14 mai, il n'est même pas sorti de chez lui juste pour acheter un peu d'épicerie à un moment donné. Il n'a vu personne, il n'a parlé à personne. Ah ouais, et en même temps, il lisait un livre du XVIIe siècle. C'est ça, Lovecraft, ben on y va. Alors, on a franchi cette semaine, je pense, une sorte d'étape tout simplement parce que Lovecraft lui-même en franchit une. Son voisin le plus proche, George Kirk de Cleveland, a déménagé. Lui, il n'y arrivait plus dans cette promiscuité, là, tout le temps. Aller au bistrot, on va pas dire ça comme ça. C'est pas très. Ce serait pas gentil, mais il y a ces cafétérias, le Tiffany, il y a ce petit restaurant, le Johnson, il y a un autre bistrot, là, Scottish Bakery, où on se retrouve, on passe des heures. Ben oui, on lit des cafés, mais il y a aussi les journaux, et puis ensuite, on va dans les librairies, chez les bouquinistes, on feuillette, on est ensemble. Et cette espèce de coquille enveloppante, elle est à la fois pour Lovecraft comme une sorte de chrysalide. C'est là-dedans qu'il grandit. Mais la réaction de George Kirk, qui prend une chambre à 500-600 mètres de là, beaucoup plus près du pont de Brooklyn, Orange Street, et qui écrit à sa fiancée combien il a besoin de retrouver cet espace de solitude, on a l'impression que Lovecraft le boude. Mais que lui aussi, finalement, commence à amorcer cette même mutation interne. Voir moins de monde, et ça passe par reprendre des livres. Alors, c'est pas celui-ci qu'il prend, là en ce moment, à cause de lui aussi, de Samuel Loveman, qui voit un culte à cette vie de Samuel Johnson par James Boswell. Moi, je l'ai en français, je l'ai évidemment en VO anglaise, je l'ai aussi en numérique, et là, j'ai commencé, j'avais jamais lu Johnson lui-même.
vies des poètes anglais. C'est-à-dire que Johnson écrivait des vies, et Boswell écrit sa vie. Et là encore, on comprend comment ces gens, Loveman, mais surtout Lovecraft, ne surgissent pas là, tout cru avec des rêves, comme on dit, oh, un déprimé, un reclus. Non, mais arrêtez, arrêtez. Il surgit de la littérature et par un travail acharné dans la littérature. Alors évidemment, là, nous, on avance. On est 116 et plus 115 ce soir. Merci, c'est génial. Si j'étais tout seul, de toute façon, j'y serais pas arrivé. Et puis, il y a tous ces messages, toutes ces enquêtes, tous ces correctifs. C'est un travail d'équipe. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et puis, ça permet de résister un petit peu ensemble, parce qu'on voit bien que « Oh, mais quoi il se mêle ? Oh, mais qu'est-ce que c'est ce l'offre ? Oh, ces trucs d'intello. » Non, non, c'est pas des trucs d'intello. Il n'y a aucune démonstration. C'est juste une curiosité. Être plus près du bonhomme. Et plus près du bonhomme, ouais, grâce à ça, on y arrive. Alors, quand je disais semaine de transition... parce que de mon côté, si c'était chaque jour prendre 5 lignes et puis faire cette espèce de performance là, puis tirer comme on peut tous les fils et puis aller voir dans le New York Times, bon, je l'ai fait là, on en est à 130 et quelques envois, mais il faut aussi se poser, regarder à côté. Là, en ce moment, justement, cette semaine, il a lu Moby Dick, la semaine d'avant, il relisait Les Mille et Une Nuits. Il y a Boswell qui est pas loin. Et là, il va commencer là, ce grand classique du XVIIe, The Complete Angler, le manuel du pêche à la ligne, du pêcheur à la ligne. Non, mais tu vois, Lovecraft pêchait la ligne. Ouais, mais attendez, on va en parler de plus près, évidemment, du livre d'Isaac Walton. Et dans ces occupations aussi, il y a le fait que Sonia est encore à Saratoga. Elle est revenue la semaine dernière 3 jours, mais 3 jours seulement à New York. Ils sont allés au cinéma, mais principalement, il y avait l'accompagné à Manhattan pour son dossier de naturalisation déposé en janvier. Il fallait encore faire plein de formalités. Et une fois ces formalités faites, elle est repartie encore pour quelques semaines à Saratoga. Et pour Lovecraft, il y a on sent que dans cette appropriation-là de la concentration, de moins les copains, et qu'est-ce que je fais ici ? Ce mariage qui l'a amené dans ce, comme disait George Kirk, pourquoi aller au théâtre à New York ? Cette ville est elle-même un gigantesque théâtre. Mieux arriver à se saisir lui-même. Et je pense que c'est bien comme ça, nous, qu'on aille voir plus, justement, ce guide de la lecture, 1 an avant sa mort. Écrire 60 pages sur comment on devient lecteur, comment on s'oriente dans ses lectures, comment on doit se pousser, se travailler soi-même pour que la lecture advienne à l'intérieur de vous. Tu peux prendre Shakespeare et n'en prendre qu'un quart d'heure par jour. Mais fais-le, ce quart d'heure Shakespeare par jour. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On va aller tout de suite voir cette semaine. Jusqu'au 30 avril, on a fait ça. Prendre chaque petit bloc. Évidemment, là, on va regarder les PDF que j'envoie chaque jour. Je n'ai jamais dérogé à cette règle, mais il y avait une petite vidéo. Et les vidéos, pour moi, c'est une mode d'exploration en direct. Souvent, j'ai l'ébauche du PDF, on part dans l'impro vidéo, et ensuite, il y a reprendre le PDF. Et pour le mois de mai, là, donc c'est là où il y avait les 3 jours de Sonia. Et puis c'est aussi les conditions matérielles pour moi. Là, c'est bien, je suis à la table, j'ai les livres, j'ai les outils, j'ai le micro, j'ai le magnéto, j'ai la caméra, j'ai l'éclairage. Mais c'est aussi l'isolement. Et cet isolement, besoin pour enregistrer. Il ne faut pas enregistrer aussi au milieu parce que tu as changé d'appart pour une semaine. Et puis tout le temps qu'il faut pour le montage, c'est pas si simple que ça. Et besoin aussi, sur ce grand marathon, de créer des ruptures de rythme. Donc cette semaine, j'ai appelé ça 10 jours de Lovecraft en mai,
et on avait suivi du vendredi 1er mai jusqu'au samedi 9 mai, donc 10 jours de Lovecraft, avec là, ce séjour de Sonia, avec le déménagement de George Kirk, c'est-à-dire que maintenant il n'écrit plus JK, il n'écrit plus les initiales, il dit Kirk en toutes lettres, Kirk, Kirk move et les lettres du mot définitivement, DFTNT, c'est aussi les lettres du mot défunt, c'est tout ça qui est très étrange. Il y a une toile de William Sommer qui est cassée ou déchirée au passage. Et cette semaine, par contre, après le départ de Sonia, alors est-ce que Kirk est parti? Ben non, on va découvrir que en fait, Kirk est extrêmement actif, d'une part parce qu'il est toujours dans ce projet de monter sa librairie, mais là, dans 15 jours, il participe avec un couple de Cleveland, Martin et Sarah Carmine, à l'ouverture de leur propre librairie. Il y associé, oui, le temps qu'il va travailler avec eux, il y aura évidemment quelques subsides, mais c'est travailler en direct sur qu'est-ce que c'est que monter, installer une librairie. Et là, il bosse à fond pour Marine Carmine. On va le voir, je crois, à partir du 16, même avec le nombre de bouquins et tout ça. Et Lovecraft, évidemment, il sera là pour tous les déménagements, pour tout le boulot à faire. Mais cette semaine, il n'y a pas Sonia, il n'y a pas Kirk. Je disais Kirk, c'est un faux déménagement parce qu'en fait, dans ce petit logement de Orange Street, il s'en sert d'entrepôt. C'est là qu'il stocke tous les centaines et les centaines, probablement plusieurs milliers de bouquins, les siens et ceux de Martin Carmine. Mais il revient dormir tout simplement au 169. Et donc, est-ce qu'il est pardonné par celui qui l'a trahi? Mais en tout cas, il va jusqu'à quasiment fin juin, il continuera d'avoir ces deux chambres. Donc le 169 Clinton Street continuera d'être le lieu de croisement de Kirk Loveman et le Kalem Club. Alors là, c'est plus 10 jours, c'est seulement 5 jours. C'est une écriture qui s'est faite allégée, plus rare. On a toujours cet obstacle majeur que là, il a écrit à sa tante Annie Gamwell à Providence. Et ces lettres sont le journal des jours précédents. Là, ce qu'il écrit, c'est 1, 2, 3, 4, justement, le journal, le dépli des 4 derniers jours. Et c'est effectivement hyper difficile. On est à l'aveugle quand ces lettres ont disparu. Là, ici, par exemple, il découvre, il est avec Belknap Long. Ils font les brocantes comme d'habitude, antiquities, principalement pour les livres, mais tout ce qui émerge comme ça des traces de l'Amérique coloniale, ils vont trouver des tin types, c'est les ferrotypes, c'est des photos. Ça a commencé vers 1855, il y a un pic de popularité vers 1870. Pourquoi? C'est des plaques de métal, on enduit ça avec du collodion et on l'expose directement, on peut le révéler soi-même et on a des images qui sont évidemment aujourd'hui, on peut les considérer comme extrêmement fortes, mais après 1870, la photographie telle qu'on la connaît par les plaques de verre, c'est que la pellicule souple, ça ne commencera qu'en 1902, on le sait parce que Zola, quand il meurt asphyxié, il avait commandé à Seattle quelques semaines plus tôt ce premier appareil Kodak à pellicule souple. Il ne pourra jamais le tenir dans ses mains, mais là, probablement que quand il écrit à Annie Gamwell et qu'il raconte sa journée, là, les tin types, il lui aurait raconté qu'est-ce que ça représentait, pourquoi lui et Belknap Long, ça les a mis dans un tel état, à quel endroit, dans quelle boutique c'était. Et là, on n'en dispose pas. Toujours là, cette lettre à Annie Gamwell qui continue donc le 13, qui continue le 14. Le 14, on en est aux 6 jours précédents.
Et là, il y a un gros truc biffé, mais si on arrive à deviner que c'était une lettre là pour sa tante Liliane en parallèle, mais comme Annie et Liliane, évidemment, se passent les lettres l'une à l'autre. Et c'est seulement la semaine prochaine qu'on va retrouver, là, enfin, le 20 mai, Road Held Sea. Il écrit à sa tante Liliane, et là, ce sera les 5 jours précédents. Donc, enfin, vous verrez que par cette lettre du 20 mai, on va pouvoir enfin disposer de ce qui se raconte le 16, ce qui se raconte le 17, c'est comme le truc et moi. Waouh. Qu'est-ce qu'on peut raconter de ça? Eh bien, allons-y voir. On va voir directement les PDF. Les 5 derniers PDF, si je ouvre ma fenêtre, ils sont ici. 11, 12, 13, 14, 15. Commençons par le 11. C'est logique. Lundi 11 mai, levé tard, lu le courrier. Dehors pour faire des courses, nourriture. WKS, probablement le nom de l'épicerie en question. C'est pas plus. Taylor, c'est la chaîne de laverie. Là, on dépose les vêtements et en général, on les reprend le soir même. On y retourne le lendemain. Return to read bulletins and write. Les bulletins, c'est les parutions de l'association des journalistes amateurs. C'est dans 2 mois, début juillet. Vous savez, Sonia est présidente, mais elle n'a pas du tout pu en assumer le rôle. Lovecraft, son époux, en est le directeur éditorial. Ça va être le dernier journal annuel là, dont il va avoir la charge. Donc c'est probablement lire tout ce qui lui parvient des journalistes amateurs. Et puis dîner, Loveman qui passe. Toujours Loveman. Vous savez que la semaine dernière, il faut le garder en tête parce que ça va revenir pour un événement là qui va nous relancer un petit peu dans quelque chose qui va nous faire trembler un peu avec du suspense, vous allez voir. Mais Loveman vient de changer de chambre, il a donc, je fais un peu de spoil, il a donc déposé des affaires dans la petite alcôve de la chambre de Lovecraft. Et la semaine dernière, c'était toujours feed SL. Il fallait toujours le nourrir, ce brave Loveman. Écrit, et les mots écrire, les mots lire reviennent en permanence et souvent les équilibres entre l'écriture et la lecture, c'est aussi quelque chose qui peut nous fasciner dans ce journal parce que selon les jours, on n'a que lire sans écrire, écrire sans lire ou lire, écrire. Donc là, il écrit, mais il ouvre, mais il réouvre son Moby Dick, le Moby Dick qui appartient à James Morton, leur ami parti et qui a déménagé à Paterson, et qui lui a laissé une caisse de livres. Et ce Moby Dick, c'est quand ils ont fait leur expédition à Washington le 11 avril et qu'il a commencé à le lire, eh bien, il est toujours dans la lecture de Moby Dick. Et là, ces petites indications qui pour nous sont si précieuses, retire at dawn, le jour est arrivé et moi je suis parti me coucher. Et c'est là pour moi où cette semaine dernière a commencé une autre bifurcation. Comment c'est ses réactions quand il lit Moby Dick? Est-ce qu'il a lu d'autres livres de Melville? Est-ce que ce livre, évidemment, qui pour nous a renversé la littérature aussi, qui a la même auteur, c'est ce petit livre de 80 pages qui s'appelle Bartleby. Si vous ne l'avez pas, je l'ai aussi mis en téléchargement dans ma propre traduction, là, dans notre dossier habituel. Est-ce que Bartleby a pu lui venir entre les mains? Bien non, et c'est encore plus surprenant, c'est-à-dire que Moby Dick, il en reconnaît l'importance, mais pour lui, ce sera non, jamais dans sa correspondance ailleurs, ça dépassera simplement et c'est là comme ça, en cherchant sur Moby Dick, je suis tombé sur ce suggestion pour un guide de lecture, donc sur une commande pour l'accompagnement des étudiants en langue anglaise, en grammaire et littérature. Quelle recommandation de lecture?
par siècle, par pays. Et comment on cartographie, comment soi-même, à l'intérieur, on organise la lecture pour qu'il y ait des points de densité et que ça s'accorde avec une disposition générale, une fresque un peu générale. Et ces suggestions pour un guide de lecture m'ont accompagné toute la semaine. Alors, autre rituel, évidemment, de mon envoi quotidien de PDF, aller se promener dans le New York Times, reprendre un article qui me semble... ouais, là, il s'agit de quoi? Un journaliste de Buenos Aires, Armando Casarino, il travaille à la Critica. Je ne vais pas me faire semblant de parler l'espagnol, je ne parle pas l'espagnol, ni l'espagnol sud-américain, ni même l'espagnol de chez nous, et pourtant, qu'est-ce que j'aime être en Espagne. Il s'est fait passer pour un immigrant, il s'est glissé dans Ellis Island. Repensez au livre de Georges Perec pour voir qu'est-ce que c'est et comment on accueille les immigrants. C'est ces petites choses qui sont des petits trucs qui vibrent dans le grand bazar du monde. Et parce que ça vibre il y a 100 ans, ça nous aide, nous, à nous décoller un petit peu de ce qui tremble aussi pour nous, mais tremble dans beaucoup plus de noir, beaucoup plus d'opacité, de glauque et d'angoisse. Personne pour dire le contraire. Et je crois que c'est ce qui me rattache là maintenant de plus en plus à ce projet. Alors dans la une, il y avait quoi pour ce 11 mai, envoi numéro 129? J'ai repris justement ce petit passage de ces suggestions pour un guide de la lecture où il parle du 19e siècle français. Pour ce qui est de la France, la formidable comédie humaine de Balzac devrait être progressivement lue en entier, car elle est peut-être le portrait le plus fidèle, le plus vivant de l'humanité qui jamais ait été peint. Commencez par La peau de chagrin, le père Goriot, consultez César Birotteau et Eugénie Grandet, qui en sont les prémices. Dumas n'est pas si important, mais les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte-Cristo peuvent plaire. Assurez-vous de lire au moins quelques traductions de Théophile Gautier, styliste exquis. Et ne manquez pas le Salammbô, un récit émouvant de l'ancienne Carthage, la tentation de Saint-Antoine, riche en prose, poésie, et Madame Bovary, réalisme psychologique précoce de son élève Flaubert. Alors Flaubert, élève de Gautier, ça se discute, mais c'est pas la question. Par contre, de Maupassant, l'élève de Flaubert, oui. Lisez-en autant que possible, car ces récits sont des modèles classiques de pénétration psychologique, d'objectivité intelligente, de traitement efficace. Et puis ensuite Victor Hugo, et puis ensuite Stendhal, et puis ensuite Zola. Et cette phrase, dans la poésie française, le géant suprême est Charles-Pierre Baudelaire. Ce génie sombre dont l'œuvre est mieux connue grâce à la traduction présentée dans la Bibliothèque moderne, une collection de livres pas trop chers. Et là aussi, nous, ça se travaille. Il y a un auteur qui est un petit peu plus âgé que Lovecraft, mais pas tant, qui s'appelle Edgar Saltes, qui est aussi essayiste, qui fait aussi, comme eux, des stories. Mais Saltes est traducteur, gagne sa vie comme traducteur, et c'est grâce aux traductions de Saltes que Lovecraft a Gautier, a Maupassant, a Huysmans. Alors que pour Balzac et tout ça, il n'y a pas ça. Voilà, donc ça, c'est notre corpus de travail au quotidien. La balade dans le New York Times, ah ouais, des fouilles dans la ville de en Mésopotamie. Et là, évidemment, quand on creuse, on a l'impression que cette photo pourrait être celle des ruines dans le désert, dans l'abîme du temps, et les objets, ceux dans l'abîme du temps. Et ça, évidemment, Lovecraft ne passe pas à côté de ça. J'ai découpé cette petite pub. C'est un appareil photo qui tient dans la poche. Et mon grand-père en avait un peu comme ça aussi, petit truc miniature avec un soufflet, un tout petit obturateur là qui permet de voir par-dessus. Et l'appareil de poche, toujours prêt. Et attention, il fait de chacun un bon photographe. Rien de mieux pour un tel prix, dit Charles G. Willoughby. Un extrait de suggestion pour guide de la lecture. Quand j'ai envoyé ce PDF, je ne savais pas que j'allais me taper les 60 pages. Une belle pub sur un spectacle Goria.
c'était pour le 11. Dans ma petite fenêtre, j'arrive directement au 12. Levé de bonne heure, Belknap téléphone. Je lis les journaux et je m'en vais chez les Belknap pour le déjeuner. Alors quelquefois, nous, on rigole un petit peu parce que chez les Belknap, le père est dentiste, on est dans la bonne bourgeoisie de Manhattan, mais le père, quand il y a quelqu'un là parmi eux qui a mal aux dents, évidemment, il les soigne gratuitement. Quand il y a besoin d'un médecin là, ou d'un ophtalmologue, c'était le cas pour Sonia, vous vous rappelez, le mois dernier, une sorte d'escarbille dans le train, tout est rentré dans l'œil. C'est aussi le père de Frank Belknap Long qui avait fait intervenir un de ses amis ophtalmo. Donc, pour Lovecraft, c'est une table familiale. Souvent, ils vont au cinéma. Donc, Frank Belknap Long et lui, après déjeuner. Mais on emmène madame, la maman. How to Warmill. Alors, ce Warmill, je crois que je n'ai pas trouvé. Par contre, le Riverside Drive, ça, oui. Avec Belknap Long, une fois de plus, tout simplement, read stories. Alors là, Lovecraft, lui, il n'en a pas de nouvelle histoire. Ça veut dire qu'on a travaillé sur une histoire en cours de Belknap Long et qu'on l'a ainsi corrigée ou tout simplement recopiée. Peut-être que Lovecraft lit et que Belknap Long, pendant ce temps-là, recopie à la machine. En tout cas, ils travaillent à deux. Et c'est là où il y a ces ferrotypes dont j'ai parlé. Toujours écrire à la tante Annie. Et il a lu, et là aussi, est-ce qu'il a écrit? Non, il a lu. Lu jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 10h du matin. C'est pas l'aube, c'est à 10h du matin. Voilà pour le 11, l'extrait du New York Times. Oh, une drôle d'histoire avec un gars qui rajoute un codicille à son testament et qui fait transférer tout l'héritage, non pas sur sa bientôt veuve, mais sur un enfant qu'ils ont adopté. La veuve, Lawrence, demande à ce qu'on exhume le corps, est-ce qu'on ouvre le cerveau et qu'on aille voir si dans le cerveau il n'y a pas des traces de dérèglement mental, ce qui expliquerait le codicille. Voilà, c'était ça, petit article du Time, Dead Husband's Brain Examined, Wife Says, et un teen type, un ferrotype. Alors évidemment, c'est facile d'en trouver. Et celui-ci, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a 2 drapeaux américains. Donc évidemment, le père, la mère, les 3 enfants, une photo rituelle. Et par contre, le ferrotype, c'est pas précis. Et on a l'impression que le père, on voit le chapeau, on voit la moustache, on voit les sourcils, et tout le reste du visage est comme absenté à l'extérieur. Ça, c'est une publicité de Cleveland. Vous savez que la fiancée de George Kirk habite Cleveland, Lucille. Ça, c'est des jeunes filles censées être de Cleveland, lisant le Cleveland Plain Dealer. Alors moi, j'ai ce WP Guide de New York City, une initiative extrêmement forte prise pendant la Grande Dépression, le Federal Writers Guide. C'est-à-dire, on associe des dizaines et des dizaines d'auteurs, donc certains proches là de l'équipe du Calem Club, en particulier Arthur Leeds, et on leur commande des textes qui soient des guides. Alors on a celui sur New York City, on a celui sur Washington, on a celui sur l'État de New York avec Saratoga, Niagara Falls. Et c'est une manière de rétribuer les auteurs dans ce truc-là. Donc j'ai pris là, New York City, le chapitre. Alors c'est plein de ballades. Et évidemment, c'est écrit par des auteurs. Alors évidemment, c'est légendaire. Évidemment, il y a plein de photos. Évidemment, c'est un outil formidable pour comprendre là, Lovecraft à New York. Son amour pour New York. Il reviendra tout le temps à New York. Encore qu'on arrête de nous bassiner avec cette fable, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Il fera un long séjour en 1930, il fera un long séjour en 1931, y compris en s'hébergeant à Brooklyn. Il reviendra en 1928, plusieurs semaines pour aider Sonia à refaire une boutique de chapeaux. Il revient tous les Noëls parce qu'il fait le réveillon chez le Belknap Long, etc., etc. Donc le Riverside Drive, voici une visite. Alors évidemment c'est long, mais vous savez que moi c'est là, j'utilise des outils, c'est pas de la traduction littéraire, c'est de la transcription, relure, reprise
Mais au moins, ça permet là d'avoir de la matière là ensemble. Donc c'était balade sur le Riverside. Et je m'en étais tenu là, sauf que quelquefois, tu vois, c'était des cours de bourse pour les steel foundries, pour le sucre raffiné, pour le tabac de Sumatra, pour les entreprises de câbles et télégraphes. Euh, euh, Ceux qui produisent de la glace, bah ouais, la glace à New York, c'est un matériau, etc. Les voitures, les chaussures, les magnétos, parce que pour les voitures, ben, il faut bien derrière la bougie un Delco et une magnéto. Mais quelquefois, ça prend des allures très graphiques. Fin du 12, on passe au 13. Alors le 13 tient donc un intérieur de théâtre et tient donc Alia Nazimova. C'est l'article du New York Times que j'ai repris cette fois-ci. Un investisseur, un promoteur rachète un des théâtres historiques de Broadway. Ça va devenir un immeuble de bureaux. On n'a rien inventé, nous. Et là, tiens, il y a un petit truc de mise en page, mais c'est un des premiers rôles de Douglas Fairbanks, qui est lui qu'on connaît plus par le cinéma que pour le théâtre. Et pour Lovecraft, il s'était couché à 10h du matin, il se lève à 15h l'après-midi. Comme ça, on le sait. Mais ça aussi, c'est ce mouvement de balancier. Tu glisses vers la nuit, après tu viens revenir. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait son ménage, clean room. C'est banal, ouais, c'est banal, mais il le marque. Donc nous, on recopie. Il s'en va encore chez les Belknap, et là, chez les Belknap, c'est parce qu'on a une réunion, et c'est une bonne réunion. Tout le monde est là. J.F.M. Morton, Reinhard Kleiner, Samuel Loveman, donc c'est toujours en fin d'après-midi. Kleiner, il a un boulot de bureau à Manhattan. Loveman, il est libraire dans un truc de bibliophilie. Et Kirk, qui est évidemment fatigué parce qu'il travaille à plein de choses, s'en va de bonne heure, mais on ne lui en veut pas. Lovecraft et Loveman restent, eux, très tard, rentrent par le métro. Voilà, c'est tout. Et tu vois, si tu fais tous les jours, là, j'avais besoin bon. Ça a été ma récréation, ce guide, ces suggestions pour un guide de lecture. Toujours le New York Times, il y a un drôle de personnage qui apparaît là, dans cette histoire de théâtre, Diamond Jim Brady, quelqu'un qui se baladait avec un uniforme de bijoux, de cannes, de chapeaux, et qui montera plus tard un des restaurants huppés de New York, mais pas importance en tant que tel. Qu'est-ce qui compte? C'est que là, on vous dit, ouais, il y avait la salle favorite du défunt Diamond Jim Brady. Tiens, donc il est mort, donc il ne peut pas faire un restaurant plus tard. Oui, encore, on travaille. En tout cas, Diamond Jim Brady, le voici, et petit à petit, on peuple les arrière-fonds de notre tableau. Les publicités, les questions là, d'aviation, ça me sert toujours de marqueur. On finit là, on va au 14. Et le 14, j'avais pas grand-chose. Si je regarde le fac-similé, il est là. On a 3 lignes, puis 2 ou 3 mots. Stayed up till 5:30 a.m. C'est-à-dire qu'il est read, toujours et pas write. Il lit jusqu'à 5h30 du matin. Et c'est ça en même temps qui est passionnant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lit? Là, on ne sait pas. Un peu plus tard, on saura qu'il lit Conrad. On a vu récemment qu'il était dans Moby Dick. Mais on va avoir, dès demain, Isaac Walton, ce manuel du pêcheur à la ligne. Attendez, on va en parler dans 5 minutes, mais le Vétard, lu, écrit, read, write, out. On va faire cette petite course, on continue la lettre, on se remet à lire, et la lecture va durer jusqu'à 5h30 du matin. Et c'est une des premières fois, je ne sais pas si c'est pas même la première fois depuis le 1er janvier qu'on fait ce travail, qu'il n'y a personne qui parle à Howard Phillips Lovecraft. Kirk? Non. Loveman? Non. Belknap Long? Non. Il va se balader, il va marcher dans New York? Hier, il a fait le Riverside Drive. Aujourd'hui, non. Maison. Il reste enfermé. Bientôt, on va avoir, parce qu'il sera en train de faire cet essai sur le surnaturel dans la littérature, parce qu'il va se remettre à écrire, il y aura
Cool Air, il y aura lui, il y aura Horreur à Red Hook, il y aura les ébauches de l'appel de True. Et ça, c'est pas rien. Donc le travail de fiction va s'amorcer. Là, en ce moment, ce travail pour l'essai sur le surnaturel dans la littérature, c'est comme s'il se reconcentrait, comme s'il se recroquevillait, consciemment ou pas consciemment, mais c'est un enfermement dans la lecture qui va lui servir de sorte de tapis roulant pour l'amener à l'écriture. Et en me baladant, en recherchant comme ça, je suis retombé sur une lettre à Reinhard Kleiner, le même là qu'on a vu hier à la Réunion, mais là c'est une lettre qui date du 14 décembre 1920, bon c'est 5 ans, pas si loin. Il ne connaissait pas encore Loveman, mais il correspondait avec Loveman. Et Loveman, pour lui, c'était le type de mon âge qui déjà connaît Ambrose Bierce, qui déjà connaît Hart Crane, qui déjà publie sa poésie, et pas dans le bulletin des amateurs. Lovecraft a un rêve, on va voir ça 2 fois, et dans ce rêve, c'est Samuel Loveman qui le prévient de l'arrivée à Providence d'un conférencier qui s'appelle Nyarlathotep. Évidemment, ça va devenir une des histoires légendaires de Lovecraft, mais bien avant New York. Ne manquez pas d'aller voir Nyarlathotep s'il vient à Providence, écrit Loveman. Mais c'est un rêve. Mais dans le rêve, avant le rêve, il ressent... Mais en amont du rêve, il raconte qu'est-ce que c'est que d'être à Providence tout seul dans sa chambre. Je ressentais exécrablement qu'il soit si tard. De pleines semaines se sont succédées sans aucun soulagement de mes migraines et vertiges. Tout ce temps, j'ai jamais pu travailler plus de 3 heures en continu. Ça va mieux maintenant. En plus de mes problèmes habituels, je souffrais d'un trouble oculaire inaccoutumé qui m'interdisait de lire tout livre de gravure. Un curieux tiraillement des nerfs et des muscles qui m'a vraiment alarmé pendant les semaines qu'il a duré. Et du sein de ces ténèbres a surgi le cauchemar des cauchemars. Le plus réaliste et horrible cauchemar dont j'ai fait l'expérience depuis 10 ans. Dont mon imagerie écrite ne peut refléter la force hideuse, l'épouvantable oppression. Cela s'est passé après minuit, comme je m'étais mis sur le canapé après une lutte avec la poésie de ce vieux fou de Bush. La première phrase en a été l'impression générale d'une appréhension indéfinie, sentiment vague de terreur qui devenait universel. Lovecraft, en pleine nuit, sur un canapé, lisant un livre de poésie du XVIIIe siècle, et puis se fait la bascule vers l'écriture. Alors ce texte, pour moi, c'est juste un travail de juxtaposition, mais parce qu'il peut nous donner une clé pour cette journée même là du 14 mai. Là, aujourd'hui, il y avait un beau titre, un tout petit entrefilet de rien du tout, « Actor Dies in Theater ». Je me dis, tiens, on dirait un titre d'Agatha Christie. Voilà, j'ai trouvé, c'était John Webster, 45 ans, qu'on a retrouvé mort dans sa loge. C'est rien, c'est très banal, malheureusement pour ce pauvre John Webster, marié, qui vivait à Douglaston, Long Island. Il était le fils de Nellie McHenry, une actrice renommée de la génération précédente. Et il fait simplement une crise cardiaque et en plein spectacle, alors qu'il doit refaire son entrée en scène. Non, il est dans sa loge, mais tout d'un coup, là encore, on a des petites boîtes qui ouvrent, et ce théâtre le théâtre Henry Miller, dans la 43e rue Ouest, plus tard il sera dans la 39e. C'est, quand on cherche des archives, images, on découvre que ce théâtre Henry Miller est devenu un cinéma spécialisé dans les films mâles. Et vous vous rendez compte, quand évidemment, l'homosexualité est en pleine répression. Ça concerne Hart Crane, ça concerne Loveman et bien d'autres. Rien qu'une petite chose comme ça, là encore, fixe des échelles de temps, des modifications de temps. Alors, qu'est-ce que j'ai mis après ? Tout ce qu'il y avait, oui, les touristes, 4000 touristes, qui, parce que c'est le mois de mai et qu'il fait beau, quitte New York dans 5 bateaux vers la Californie ou vers Cuba. La question du tourisme de masse, elle est déjà posée. C'est intéressant de voir ça. Il y avait ce Lord Milner, en anglais, qui on trace là de l'épidémie de maladie du sommeil. Et bon, là, question en cours dans l'équipe, les symptômes de cette maladie du sommeil
qui est devenu épidémique à bas bruit et en Europe, évidemment en Angleterre et aux États-Unis. C'est pas cantonné à l'Afrique. On dirait que c'est exactement les mêmes symptômes que Lovecraft décrit en 1920. Question ouverte. Et on va finir aujourd'hui, évidemment, par notre journal du 15 mai. Là encore, si je regarde 2, 3, 4, 5 lignes, 5 lignes, mais sous la mention read, on va avoir, là, read, vous savez, il met un petit circonflexe au-dessus, et le circonflexe nous mène à complete hunger. Et donc, ce qu'il a lu, c'est the complete hunger. Alors, si je regarde la transcription, lever tard, écrit, manger, lu. Et là, il y a ce truc de George Kirk qui a retrouvé ses initiales, Kirk qui lui dit « Summons from J.K. » Alors, J.K. c'est simple, il prend un truc, il tape là dans les tuyaux, la tuyauterie de plomberie, ding, 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 ding. Et ça veut dire monte à l'étage. Mais convoqué par Kirk, jamais il n'a employé ce truc. C'est plutôt Kirk call, ou alors descend frapper à la porte. Viens, on est là-haut, monte avec nous. Non, là, c'est summons from J.K. Il n'a pas envie de partir. Et là, on a ces tout petits trucs de symptomatiques qui sont importants. Et donc, il monte, parce qu'il y a eu ce coup au tuyau, up to find him and herself, parce que Loveman est là. Loveman a rejoint Kirk. Alors, complete hunger, je l'ai mis ici parce que c'était là dans le texte, mais c'est avec le circonflexe. Il était entre le read qui est ici et le read qui est là. Donc, il faudrait faire un truc en diagonale. Mais j'ai pas le temps de faire des trucs comme ça. Mais de quoi il s'agit? Complete hunger, le livre d'Isaac Walton. Alors, pourquoi Lovecraft, qu'on ne voit pas aller pêcher les petits poissons? Il n'aimait pas le poisson, d'ailleurs, il mangeait jamais de poisson, il détestait l'odeur de poisson. Qu'est-ce qu'il fait avec un livre de pêche à la ligne? Ouais, mais Isaac Walton, Complete Hunger. Et ça encore, on le retrouve dans le guide des suggestions de lecture. C'est un grand classique de la littérature anglaise. Et on fera un petit développement spécifique. J'ai commandé une traduction anglaise, une traduction française de ce Complete Hunger. C'est un gros livre, c'est des dialogues. Donc un pêcheur et son disciple, mais il s'accroche parce qu'il y en a qui disent moi je préfère la chasse, moi je préfère. Et le sous-titre c'est le manuel du pêcheur ou la récréation de l'homme contemplatif. Et c'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, la langue anglaise se détache des choses de théologie, comme Samuel Johnson sera encore dans le combat d'idées au XVIIIe, se détache de la langue poétique, Pope, de Dryden ou de tout l'héritage de Shakespeare, et invente une manière de récit qui va décrire chaque rivière, le contexte des rivières, comment on fabrique des petites mouches pour attraper les poissons, et en quelle saison ça se fait. Et pour nous, pourquoi c'est un outil? C'est que, est-ce que tu vas lire tout le livre? Évidemment, il doit certainement y en avoir plein qui l'ont fait. D'ailleurs, Lovecraft, puisqu'il ne connaît rien, ça ne l'intéresse pas. Mais ce qui l'intéresse, c'est la prose. Une prose qui décrit simplement ce que c'est qu'être au bord des rivières, de méditer en laissant venir à soi la saison, le temps, le ciel, le paysage, et s'invente là le premier usage classique de la langue, de la prose anglaise. Et est-ce qu'on va lire toutes les rivières ou est-ce qu'on va lire seulement les rivières qu'on connaît? Donc c'est un modèle de livre. Ce sera pareil avec la vie de Samuel Johnson. Ce sera pareil avec le Making of Americans qui existe déjà, mais ça, Lovecraft ne risque pas de pouvoir le rencontrer. De Gertrude Stein. C'est des livres qu'on n'a pas besoin de lire exhaustivement. On peut les prendre à n'importe quel endroit. C'est cette rivière qui t'intéresse? Va lire le chapitre concernant cette rivière. Alors moi, là, j'ai recopié et traduit mais je laisserai de côté mon discours sur les fleuves. Je vous parlerai des monstres
ou les poissons, appelez-les comme vous voudrez, qui s'y reproduisent, nourrissent. Pline, le philosophe, dit au 3e chapitre de son 9e livre que dans la mer des Indes, le poisson appelé balaïna ou tourbillon est si long et si large qu'il occupe en longueur et en largeur plus de 2 acres de terre. Et moi, ça me faisait penser tellement à ce chapitre du Carlivre de Rabelais avec le physéter. Comment on est effrayé de ce qu'on ne connaît pas parce que les récits qui vous en rapportent l'existence deviennent des récits terrifiants. Voilà, petit bout là, juste pour avoir la musique d'Isaac Walton, The Complete Angler, dans le New York Times. Oh, eh bien, une description, c'est à Pittsburgh, c'est évidemment la Westinghouse Electric and Manufacturing Company qui vient d'inventer les premières locomotives électriques. Alors évidemment, comment ne pas aller chercher les photographies d'époque des ateliers où on fabrique ces premières locomotives électriques, des locomotives monstres, et la publicité ou carte postale qui les accompagne. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ben oui, en même temps, quand vous lisez Jules Verne, Les 500 millions de la baie Gomme, c'est ça aussi, cet imaginaire de l'industriel technologique, comment on peut en faire du récit de fiction? Et ça, Lovecraft, lui, Jules Verne, il est tout le temps dedans. J'ai répété 100 fois cette anecdote, là, revenant du Québec en train depuis Albany, pour une fois, pas en bateau, ou alors le train plutôt qui va de Québec à Albany, avant que Albany prenne le bateau, il se trouve avec un aveugle dans son compartiment. C'est un médecin français qui, dans la guerre 14-18, a eu les yeux gazés. Et ce gars qui est passé lui aussi, a pris le bateau jusqu'à Québec, fait un grand voyage pour rejoindre de la famille dans le Texas, en aveugle, en 1928 ou 1930. Et ce type-là, comment ils ont parlé, de quoi ils ont parlé, raconte à Lovecraft que oui, Jules Verne, il l'avait vu bien souvent dans son enfance. Et Lovecraft, quelle fierté. Donc de la locomotive à la littérature, heureusement qu'il y a des traits d'union. J'avais parlé toujours de ce concours d'harmonica dans Central Park, où ils étaient plus de 4000 à concourir. Là, c'est Honner qui dit tous ceux qui ont gagné le concours, ils jouaient sur des Honner. Et un article, que faire avec l'explosion de la circulation automobile? C'est catastrophique. Park Avenue, il passe maintenant une moyenne de 48 véhicules à la minute. Tu vois les problèmes dans Manhattan? Et puis, un autre article, on envoie une expédition pour monter sur le mont Logan. Alors, le mont Logan, ça doit faire 5679, enfin, tout près des 6000 mètres, c'est en Alaska. Mais quand est-ce qu'on l'a découvert? En 1890, l'année même de la naissance de Howard Phillips Lovecraft. Donc, une découverte toute récente. On l'a approché, ça a été difficile. Est-ce que quiconque l'a escaladé? Non. Eh bien, cette année, on envoie une équipe. Alors, on envoie 6 tonnes de matériel. Ils sont une équipe de 2, 4, 6, 8 bons hommes. Je crois qu'ils vont être 5 à pouvoir gravir finalement le sommet. L'expédition s'en va. On est donc le 15 mai. Elle arrivera le 25 juin, dans 40 jours, tout en haut du mont Logan. Donc, chaque fois, c'est des petits marqueurs qui sont tellement importants aussi. Les noms, les silhouettes, et l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est que d'aller escalader à 6000 mètres dans un contexte aussi hostile? Et cette hostilité-là, Lovecraft, dans ses récits, il la connaît. Ah, j'ai trouvé aussi ça. Ah ouais, on se moque des films américains en Angleterre. On dit que c'est que de la daube, il faut arrêter d'en importer. Ouais. Mais toutes ces problématiques le sont. Rider Haggard, qui vient de mourir à Londres. Et évidemment, je me suis dit, tiens, est-ce que Lovecraft, ça l'intéresse? Oui, parce que dans sa correspondance avec Robert Howard, Howard cite Rider Haggard. C'est normal, ces récits rares, etc., ces récits là, immergés dans le monde préhistorique. Rider Haggard, lui, c'est un petit peu le fondateur de ce mode littéraire, et Robert Howard dit quand même, moi je préfère les auteurs comme ça. Tu peux toujours, enfin je sais pas s'il faut interpréter, parce qu'il reste très poli avec Lovecraft jusqu'à son suicide, tous ces échanges, même si c'est sans doute la correspondance la plus forte de tout l'ensemble. Et Robert Howard dit, trouve donc un de tes écrivains français qui valent autant que Rider Haggard.
Voilà. Petit signe parce qu'il est mort aujourd'hui. Et moi, là, on a fait nos 5 jours de Lovecraft dans une semaine quand même de transition, mais qui n'est pas une semaine vide. Pourquoi? Parce que il y a ce repli sur la lecture, cette temporalité du repli lecture. Et ça, ouais, pour nous, là, dans notre boulot, c'est ce genre de choses qui nous rejoint pour comprendre comment nous, on vit et travaille. Et là, pendant quelques jours, ça va s'animer un peu. En plus, on aura les lettres aux deux tantes. On va s'y recoller aux vidéos quotidiennes. À demain, donc, tout de suite.